Quand le bébé du millionnaire est sur le point d'abandonner, la femme de ménage agit et transforme tout. Abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Les pleurs désespérés d'un nouveau-né résonnaient comme une lame à travers les couloirs du penthouse le plus luxueux de Saint-Tropez. Le son résonnait entre les murs de verre trempé et le marbre de Carrare, créant une symphonie de désespoir que même les 400 mètres carrés de pur raffinement ne pouvaient étouffer. Il était 3 heures du matin, un mardi pluvieux de mars, et ce cri durait déjà presque 1 heure sans interruption. Pierre, Martin, 45 ans, marchait d'un côté à l'autre du salon avec vue panoramique sur la plage. Ses cheveux grisonnants, habituellement impeccablement coiffés, étaient en désordre à cause de la veille. L'homme d'affaires qui dirigeait l'un des plus grands empires cosmétiques du pays, connu pour sa posture ferme et ses décisions rapides, se sentait maintenant complètement perdu face à un bébé de seulement 2 semaines. « Ça ne peut pas continuer comme ça, Pierre !» La voix d'Isabelle résonna depuis la chambre du bébé, chargée d'un mélange d'épuisement et de désespoir qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Isabelle Martin, à 28 ans, était l'une des influenceuses numériques les plus suivies de France, avec plus de 3 millions de followers qui suivaient sa vie de luxe et sa routine de beauté. Mais à ce moment-là, avec des cernes profondes marquant son visage sans maquillage et ses cheveux blonds en désordre, elle était loin de l'image parfaite qu'elle projetait sur les réseaux sociaux. Pierre entra dans la chambre du bébé, un environnement décoré dans des tons de bleu et de blanc, avec des meubles importés d'Italie et un berceau qui coûtait plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en 1 an. Le petit Lucas était dans les bras de sa mère, le visage rouge de tant de pleurs, les poings serrés dans le désespoir. « Nous avons tout essayé, Isa. Le lait spécial de Suisse, cette formule que le docteur Dupont a fait préparer. » Pierre passa sa main sur son visage, ressentant le poids de l'impuissance. « Peut-être devrions-nous l'emmener à l'hôpital à nouveau. » « Pour l'amour de Dieu, Pierre, nous sommes déjà allés à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière 3 fois cette semaine. Ils ont fait tous les examens possibles. Ils ont dit qu'il était en bonne santé. » Isabelle berçait le bébé avec des mouvements de plus en plus désespérés. Mais il n'accepte rien, rien. Du couloir qui reliait la cuisine aux chambres, Marie observait la scène en silence. À 34 ans, cette femme de Provence était arrivée à Paris seulement 6 mois auparavant, apportant avec elle peu d'effets personnels et une douleur qui semblait sans fin. Ses yeux marrons, toujours attentifs, suivaient chaque mouvement du couple avec une préoccupation sincère qui allait bien au-delà de ses obligations en tant qu'employée. Marie avait un corps petit et robuste, des mains calleuses à force de travailler dur, et une expression sereine qui contrastait avec l'agitation de la maison. Ses cheveux sombres étaient toujours attachés en un chignon simple, et elle portait l'uniforme bleu marine qu'Isabelle avait choisi pour toutes les employées de la maison. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui parlait d'expérience, d'une sagesse qui ne venait pas des livres ou de l'argent. « Madame Isabelle !» Marie s'approcha timidement de la porte de la chambre, les mains entrelacées devant son corps. « Puis-je vous faire une suggestion ?» Pierre se retourna brusquement vers la cuisinière, le visage contracté par l'irritation. « Marie, j'ai déjà dit que nous n'avons pas besoin de l'avis d'une employée. C'est un sujet médical qui est traité par des professionnels qualifiés. Pierre, ne sois pas grossier avec elle. » Isabelle réprimanda son mari, mais sa voix était faible, vaincue. « Marie, que voulais-tu dire ?» Marie prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Elle savait qu'elle risquait son emploi, mais quelque chose en elle, peut-être le même instinct qui la faisait se réveiller au milieu de la nuit en entendant les pleurs du bébé, l'empêchait de rester silencieuse. C'est que, là-bas dans ma terre, en Provence, ma grand-mère disait toujours qu'il y a des enfants qui naissent avec une sensibilité spéciale, qui ont besoin d'un câlin différent, d'un lait qui est, comment puis-je expliquer, qui est de l'amour véritable. De l'amour? Pierre rit sarcastiquement, marchant jusqu'à la fenêtre panoramique. Marie, avec tout le respect que je vous dois,
Mais nous ne parlons pas de superstition ou de croyances populaires. Mon fils a besoin d'un traitement médical approprié, pas de folklore. Isabelle, cependant, resta silencieuse, observant Marie avec une attention qu'elle n'avait pas montrée depuis des jours. Il y avait quelque chose dans la façon dont la cuisinière regardait Lucas, une délicatesse qu'elle-même sentait avoir perdue au milieu du désespoir. « Vous avez dit que vous avez déjà essayé tous les laits importés, n'est-ce pas ?» Marie continua, ignorant le regard désapprobateur de Pierre. « Mais avez-vous déjà essayé du lait maternel véritable ?» Le silence qui suivit était lourd comme l'air avant une tempête. Isabelle baissa les yeux, ressentant à nouveau le poids de la culpabilité qui la consumait depuis la naissance de Lucas. Elle avait essayé d'allaiter, mais son corps semblait ne pas coopérer. Le lait ne venait pas en quantité suffisante, et chaque fois qu'elle essayait, Lucas pleurait encore plus. « J'ai essayé. » Isabelle murmura, la voix tremblante. « Mais je n'ai pas réussi. Mon corps Je ne peux pas donner ce dont il a besoin. »« Ce n'est pas de votre faute, ma fille. » Marie s'approcha de quelques pas, sa voix chargée d'une tendresse maternelle qui fit relever les yeux d'Isabelle. « Parfois, notre corps ne coopère pas, mais cela ne fait pas de vous une moins bonne mère. » Pierre observait la conversation avec une impatience croissante. Il ne comprenait pas comment sa femme pouvait prêter attention à une employée de maison dans un moment comme celui-ci. Dans son esprit pratique et contrôlant, les problèmes nécessitaient des solutions pratiques. Et les solutions pratiques venaient de spécialistes coûteux, pas de conseils maison. « Marie, je vous remercie de votre préoccupation, mais... » Pierre fut interrompu par un cri encore plus aigu de Lucas, qui semblait devenir de plus en plus faible. C'est alors que Marie prit une décision qui changerait le cours de toute leur vie. Elle s'approcha d'Isabelle, tendant les bras de manière hésitante. « Laissez-moi le prendre un peu, juste pour apaiser. Je promets que je vais faire attention. » Isabelle regarda Pierre, qui fit un geste de désapprobation de la tête. Mais Lucas pleurait depuis si longtemps, et elle était si épuisée, qu'un instant, elle envisagea de confier le bébé aux bras de la cuisinière. « Isa, non !» Pierre fut catégorique. « Nous n'allons pas remettre notre fils à une employée. »« Une employée ?» Marie répéta les mots, et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée dans cette maison, une étincelle de quelque chose qui frôlait l'irritation brilla dans ses yeux. « Monsieur Pierre, je sais que pour vous, je ne suis qu'une autre domestique, mais j'ai pris soin d'enfants toute ma vie. Et... » Elle hésita, mordant sa lèvre inférieure. « Et j'ai déjà perdu un enfant. Je sais ce que c'est que ce désespoir. » Le silence revint dominer l'environnement, mais maintenant c'était différent. Il y avait une vérité brute flottant dans l'air, une douleur reconnaissant une autre douleur. Isabelle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une connexion qui allait au-delà des barrières sociales qui avaient toujours défini sa vie. Lentement, presque comme si elle désobéissait à elle-même, Isabelle tendit Lucas dans la direction de Marie. Pierre fit un pas en avant, mais s'arrêta en voyant la délicatesse avec laquelle la cuisinière reçut le bébé. Marie prit Lucas comme on prend quelque chose de sacré, ses bras créant un cocon de protection autour du petit corps. Elle commença à bercer le bébé avec un mouvement doux et naturel, murmurant des mots dans un ton bas et mélodieux que ni l'un ni l'autre ne parvenaient à comprendre complètement. « Voilà, mon ange. Maintenant, tante Marie est là. Voyons ce dont tu as vraiment besoin. » Et alors quelque chose d'extraordinaire se produisit. Lucas cessa de pleurer. Après 4 jours de tranquillité relative, le cauchemar recommença avec une force totale. Lucas avait accepté quelques biberons sous les soins de Marie, mais maintenant, lors de ce samedi ensoleillé, il recommençait à rejeter toute nourriture avec une véhémence qui plongeait tout le monde dans la panique. Le bébé pleurait sans relâche, refusant même l'eau sucrée que le pédiatre avait recommandée comme dernier recours. Marie observait tout depuis la cuisine américaine, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle préparait le café du matin qu'elle savait que personne ne pourrait boire. Elle avait passé toute la nuit éveillée,
non pas à cause du travail, mais parce que son instinct maternel ne la laissait pas se reposer, en entendant les cris désespérés venant de la chambre à côté. « Mon Dieu, Pierre, il est en train de se déshydrater !» Isabelle criait d'eux. La chambre, sa voix chargée d'un désespoir qui grandissait chaque heure. « Regarde comme il est flasque, nous devons faire quelque chose !» Pierre entra en courant dans la cuisine, le téléphone collé à l'oreille. Ses yeux étaient rouges de fatigue et d'inquiétude. « Docteur Dupont ? Oui, c'est urgent. Lucas n'accepte rien depuis plus de 12 heures. » « Comment ça, c'est normal ? Normal ? C'est mon fils qui dépérit ?» Marie s'approcha discrètement, essuyant ses mains sur son tablier. Elle pouvait voir la tension dans les épaules de Pierre, la façon dont il serrait son poing libre en parlant au médecin. De la chambre venait le pleur intermittent de Lucas, de plus en plus faible et espacé. « Non, docteur, ce n'est pas des coliques, c'est quelque chose de différent. » Pierre cria au téléphone. « Il refuse simplement tout type de lait. Nous avons essayé 15 marques différentes. » Lorsque Pierre raccrocha le téléphone avec force, Marie rassembla tout le courage qu'elle avait. Elle savait qu'elle était sur le point de franchir une ligne qui ne pourrait jamais être défaite, mais la vie de cet enfant était en danger. « Monsieur Pierre !» Elle commença, la voix basse, mais ferme. « J'ai une idée, mais vous allez me trouver folle. Marie, pour l'amour de Dieu, ce n'est pas le moment pour... » Pierre s'arrêta en plein milieu de sa phrase, en voyant l'expression sur le visage de la cuisinière. Il y avait quelque chose là-dedans qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, une détermination qui ne correspondait pas à l'attitude soumise qu'elle avait toujours maintenue. « J'ai encore du lait. » Les mots sortirent de Marie dans un murmure, mais résonnèrent dans la cuisine comme un tonnerre. « J'ai encore du lait maternel. J'ai perdu mon fils il y a 4 mois, mais mon corps continue de me produire. » Pierre resta paralysé, traitant ce qu'il venait d'entendre. Pendant un moment, son esprit pratique entra en conflit avec la situation désespérée. C'était impensable, c'était embarrassant. C'était... Qu'est-ce que c'est ? Isabelle était apparue à la porte de la cuisine, Lucas dans les bras, le bébé pleurant maintenant si faiblement qu'il ressemblait plus à un gémissement. Ses yeux étaient enflés d'avoir pleuré, et elle regardait Marie comme si elle voyait une apparition. « J'ai dit que j'ai encore du lait maternel. » Marie répéta cette fois en regardant directement Isabelle. « Mon fils, il est né le même jour que Lucas, mais il n'a pas survécu. Complication à l'accouchement. » Sa voix trembla légèrement. « Depuis lors, mon corps continue de produire du lait. C'est comme s'il attendait un autre enfant à nourrir. » Le silence dans la cuisine était absolu, brisé seulement par le faible pleur de Lucas. Isabelle regarda son mari, puis Marie, et ensuite l'enfant dans ses bras. L'enfant était visiblement plus maigre, les lèvres sèches, les mouvements de plus en plus lents. « Vous suggérez que... » Isabelle n'arriva pas à terminer sa phrase. « Je suggère que je nourrisse Lucas, au sein, comme je le faisais avec mon Jean-Pierre. » Marie prononça les mots avec une simplicité qui contrastait avec la magnitude de ce qu'elle proposait. « Ce n'est rien de spécial, c'est ce que toute nourrice faisait autrefois. C'est naturel. »« Naturel ?» Pierre explosa. « Marie, vous suggérez qu'une employée allaite mon fils ? Vous comprenez ce que vous dites ? Je comprends que votre fils est en train de mourir de faim. » Marie répondit, et sa voix avait une fermeté qui fit reculer Pierre d'un pas. « Et je comprends que mon lait peut le sauver. » Isabelle s'approcha de Marie, étudiant son visage avec une intensité nouvelle. Elle pouvait voir la sincérité dans les yeux bruns de la cuisinière, mais plus que cela, elle pouvait voir la douleur, une douleur qui reflétait la sienne. « Vous pensez vraiment que cela peut fonctionner ?» Isabelle demanda, ignorant le regard désapprobateur de son mari. « Je suis sûre. » Marie étendit les bras tendus vers Lucas. « Puis-je essayer ? Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez me renvoyer demain. Mais si ça fonctionne... » « Isabelle, non !» Pierre s'est interposé entre sa femme et la cuisinière. « C'est ridicule.
Je vais appeler un autre pédiatre. Je vais emmener Lucas à Marseille si nécessaire. Mais je ne vais pas permettre étrangère, une étrangère. Isabelle s'est retournée vers son mari avec une colère qu'il n'avait jamais vue auparavant. Pierre, cette étrangère, est la seule personne dans cette maison qui a montré un véritable amour pour notre fils. Et regarde-le, regarde dans quel état il est. Lucas avait cessé de pleurer, non pas parce qu'il allait mieux, mais parce qu'il n'avait plus de force. Sa respiration était superficielle, et même dans les bras de sa mère, il semblait s'éloigner du monde. Sans prévenir, Isabelle s'est dirigée vers Marie et a placé Lucas dans ses bras. « Fais quelque chose. S'il te plaît. » Pierre a fait un pas en avant, comme s'il voulait empêcher sa femme, mais Isabelle l'a regardé avec une détermination qu'il n'avait pas vue depuis qu'ils s'étaient rencontrés. « Pierre, notre fils est en train de mourir, et si tu ne peux pas avaler ta fierté pour le sauver, alors tu n'es pas l'homme que je pensais que tu étais. » Marie a reçu Lucas avec la délicatesse de quelqu'un qui prend une fleur sur le point de se faner. Elle a regardé le bébé, puis les parents, et a pris une décision qui changerait la vie de tous, et pour toujours. « Je vais l'emmener dans ma chambre. C'est plus privé, » a dit Marie, se dirigeant déjà vers la petite pièce à l'arrière où elle dormait. « Madame Isabelle, vous pouvez venir avec moi si vous le souhaitez. Monsieur Pierre ?» Elle l'a regardé avec un mélange de compréhension et de défi. « Vous pouvez rester ici ou venir aussi. Mais je ne vais pas laisser cet enfant mourir de faim parce que vous avez honte. » Pierre est resté immobile dans la cuisine, observant sa femme suivre la cuisinière. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il se sentait complètement hors de contrôle. Toutes ses ressources, toute son influence, tout son argent, rien de tout cela n'importait maintenant. Le salut de son fils était entre les mains d'une femme simple qu'il connaissait à peine. Dans la chambre de Marie, un petit espace rangé, avec un lit simple, une commode en bois et quelques photos de famille, Isabelle a observé en silence pendant que la cuisinière se préparait. Marie s'est assise au bord du lit, a ajusté Lucas dans ses bras et, avec une naturelle qui a ému Isabelle, a offert son sein au bébé affamé. Ce qui s'est passé ensuite était presque miraculeux. Lucas, qui avait rejeté toute nourriture pendant des jours, s'est immédiatement agrippé au sein de Marie et a commencé à téter avec une faim désespérée. Le doux son de l'allaitement a rempli la petite chambre et pour la première fois en semaine, il y avait de la paix. Isabelle a commencé à pleurer. Non pas de tristesse ou d'humiliation, mais d'un soulagement si profond qu'il semblait physique. Elle s'est assise à côté de Marie sur le lit, observant son fils enfin se nourrir. « Merci » a murmuré Isabelle, la voix tremblante. « Merci de sauver mon fils. » Marie a souri, une expression de contentement qui illuminait tout son visage. « Pas besoin de remercier, ma fille. C'est pour ça que mon lait existe, pour nourrir un enfant qui en a besoin. » Et là, dans la petite chambre de la cuisinière, deux mères se sont connectées d'une manière qu'elles ne comprenaient même pas complètement. L'une avait donné la vie, l'autre la maintenait. Et toutes deux savaient qu'à partir de ce moment, rien ne serait plus comme avant. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le jour où Marie avait sauvé Lucas de la malnutrition, et la routine de la maison avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme un acte d'urgence était devenu une dépendance qui mettait tout le monde mal à l'aise, chacun pour des raisons différentes. Lucas prospérait dans les bras de Marie. Le bébé avait repris le poids perdu et développé des joues roses qui contrastaient avec la pâleur préoccupante des semaines précédentes. Mais le prix de ce salut avait un coût émotionnel pour tous les impliqués. C'était un mardi, 8 heures du matin, lorsque Dr Dupont est arrivé à la couverture pour une autre consultation à domicile. Le pédiatre renommé, avec ses 60 ans et sa barbe grise, impeccablement taillée, portait un porte-document en cuir italien et avait l'air de quelqu'un qui était sur le point de résoudre un mystère médical qui l'intriguait depuis des semaines. « Bonjour, Pierre. » Isabelle. Dr Dupont a salué le couple dans le salon,
remarquant immédiatement la tension qui flottait dans l'air comme un brouillard matinal. « Comment va notre petit patient ?»« Physiquement, parfait, » a répondu Pierre, la voix chargée d'une irritation mal dissimulée. « Il prend du poids, dort bien, se développe normalement, mais la situation est... » Il a hésité, cherchant les bons mots. « Est insoutenable. » Isabelle était assise sur le canapé en cuir blanc, portant un peignoir en soie rose qui coûtait plus cher que ce que beaucoup de gens gagnaient en un mois. Mais son visage était sans maquillage, ses cheveux en désordre, et elle semblait être une ombre de l'influenceuse glamour qu'elle avait été. « Docteur, je dois comprendre une chose. » Isabelle s'est penchée en avant, les mains entrelacées nerveusement. Comment est-il possible que mon fils n'accepte que le lait d'une employée et rejette complètement le mien? Et toutes les formules importées que vous avez prescrites? Dr Dupont a ouvert son porte-documents et a sorti quelques examens, les étalant sur la table basse en marbre. Isabelle, j'ai apporté les résultats des examens plus détaillés que j'ai demandés, et les nouvelles sont éclairantes. Du couloir menant aux chambres, Marie est apparue portant Lucas, qui était visiblement rassasié et somnolent après la tétée du matin. Elle portait le même uniforme bleu marine que d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. La position centrale qu'elle avait occupée dans le salut de l'enfant lui avait donné une confiance qu'elle n'avait pas auparavant. « Excusez-moi, » a dit Marie respectueusement. « Lucas a bien tété et il est déjà fatigué. Je vais le mettre dans son berceau. » « Non, Marie, reste ici, » a dit Pierre, surprenant tout le monde, y compris lui-même. « Ce que le docteur va dire te concerne aussi. » Marie a hésité, clairement mal à l'aise avec la situation. Elle était Marie, habituée à rester dans l'ombre, à être invisible. Mais maintenant, tenant le bébé qui dépendait d'elle, elle ne pouvait plus se cacher. Docteur Dupont regarda Marie avec un intérêt scientifique qui la fit se sentir comme un spécimen de laboratoire. « Marie, n'est-ce pas, pouvez-vous me parler de votre alimentation, de votre santé générale ?»« Docteur, je... » Marie regarda Pierre et Isabelle, demandant silencieusement la permission de répondre. « Vas-y, Marie. » Isabelle l'encouragea, sa voix plus douce qu'elle ne l'était habituellement avec les employés. « J'ai toujours bien mangé, docteur. Là-bas, chez moi, nous mangeons beaucoup de légumes, de fruits, de poissons. Ma mère disait toujours que le lait maternel reflète ce que la mère mange. » Marie berça Lucas doucement en parlant. « Et je n'ai jamais eu de problème de santé. J'ai toujours été forte. » Docteur Dupont prit quelques notes, puis leva un des examens. « Pierre, Isabelle, ce que je vais dire peut être difficile à accepter, mais Lucas a une condition appelée intolérance sévère à des protéines spécifiques. Ce n'est pas une allergie commune, c'est quelque chose de plus complexe. »« Mais cela explique pourquoi il n'accepte pas les formules ?» demanda Isabelle, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. « Cela explique partiellement. Toutes les formules industrialisées, même les hypoallergéniques, contiennent des composés que l'organisme de Lucas identifie comme une menace. » Le médecin se tourna vers Isabelle. « Et en ce qui concerne votre lait, Isabelle, les examens montrent que vous avez une déficience de certaines enzymes qui rendraient votre lait compatible avec les besoins spécifiques de Lucas. » Le silence qui suivit était lourd. Isabelle se sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Elle n'avait pas seulement échoué à allaiter son fils, son propre corps était inadéquat pour le nourrir. Alors, Pierre commença, sa voix sortant plus basse qu'il ne l'avait prévu. Lucas ne peut être nourri que par quelqu'un dont l'organisme produit exactement ce dont il a besoin. Docteur Dupont compléta. Et, apparemment, Marie est cette personne. Marie baissa les yeux, sentant le poids de 6 regards sur elle. Lucas dormait paisiblement dans ses bras, inconscient de la complexité de la situation, que son simple besoin de se nourrir avait créé. « Docteur, cela signifie que... » Isabelle ne put terminer sa question. « Cela signifie que, du moins pour les mois à venir, tant que Lucas ne pourra pas manger des aliments solides, Marie est essentielle à sa survie.
Docteur Dupont rangea les examens dans sa mallette. C'est une situation inhabituelle, mais pas sans précédent dans la médecine. Pierre se leva brusquement et marcha jusqu'à la fenêtre panoramique, observant le mouvement de Saint-Tropez en bas. Voiture de luxe, gens se dirigeant vers leurs activités quotidiennes, la vie poursuivant son cours normal. Pendant ce temps, là-haut, dans sa propre maison, il était devenu prisonnier d'une cuisinière. « Et combien de temps cela va-t-il durer ?» demanda Pierre, sans se retourner. Normalement, les enfants avec cette condition peuvent commencer à accepter des aliments solides appropriés vers 6 mois, mais Lucas est un cas spécial. Cela peut prendre jusqu'à 1 an. 1 an ? Isabelle répéta, la voix tremblante. Marie se déplaça mal à l'aise, ajustant Lucas dans ses bras. « Monsieur Pierre, Madame Isabelle, si cela pose un problème pour vous, je peux. » « Vous pouvez quoi, Marie ?» Pierre se retourna, la frustration explosant dans sa voix. « Laisser mon fils mourir de faim ? Trouver une autre personne qui ait miraculeusement le type exact de lait dont il a besoin ? » Pierre, ne crie pas sur elle. Isabelle se leva, se plaçant entre son mari et Marie. « Elle a sauvé notre fils. »« Je sais qu'elle a sauvé notre fils. » Pierre cria en retour. « Mais comprenez-vous la position dans laquelle cela nous met ? Moi, l'un des hommes d'affaires les plus respectés de ce pays, dépendant d'une employée de maison pour garder mon unique héritier en vie ?» Les mots de Pierre résonnèrent dans la pièce, comme des coups de feu. Marie ressentit chacun d'eux comme une gifle, mais garda son calme. Elle connaissait sa place dans ce monde, savait exactement comment des gens comme Pierre la voyaient. « Monsieur Pierre a raison, » dit Marie, la voix calme mais ferme. « Je comprends que cette situation est inconfortable pour vous. Si vous le souhaitez, je peux chercher un autre emploi. Mais je continuerai à venir ici tous les jours pour nourrir Lucas, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus besoin. » « Comment ça ?» demanda Isabelle. « Je peux vivre ailleurs, travailler dans une autre maison pendant la journée et venir ici, aux heures des tétés. Ainsi, vous n'avez pas besoin de me voir tout le temps, vous rappelant que vous dépendez de moi. » La suggestion de Marie créa un silence encore plus inconfortable. L'idée qu'elle puisse quitter la maison, même temporairement, fit réaliser à Isabelle quelque chose qu'elle n'avait pas admis même à elle-même. Elle avait commencé à dépendre de Marie pour bien plus que simplement nourrir Lucas. Docteur Dupont observait la dynamique familiale avec le regard clinique de quelqu'un qui avait été témoin de nombreuses situations délicates au fil des ans. Puis-je suggérer quelque chose ? Tout le monde se tourna vers lui. Lucas a besoin de stabilité. Des changements brusques dans la routine peuvent affecter son développement ainsi que sa capacité à se nourrir correctement. Le médecin ferma sa mallette. Ma recommandation médicale est que Marie reste dans la maison, maintenant la routine qui a déjà été établie. Routine ? Pierre rit amèrement. Docteur, vous me dites de garder une employée vivant dans ma maison parce que mon fils s'est attaché à elle ? Je dis de garder la seule personne capable de garder votre fils en vie, répondit docteur Dupont, avec la fermeté de celui qui sait qu'il a raison. Et je suggère que vous trouviez tous une façon de gérer cette réalité, car elle ne changera pas de sitôt. Après le départ du médecin, la famille resta dans le salon dans un silence chargé de tensions non dites. Lucas s'était réveillé et regardait autour de lui avec les yeux curieux de celui qui découvre le monde. Pour lui, rien de tout cela n'avait d'importance. Il importait seulement que, quand il avait faim, il y avait des bras chaleureux et du lait doux qui l'attendaient. Marie brisa le silence. « Je vais préparer votre déjeuner. » Et elle sortit en direction de la cuisine, portant Lucas et laissant le couple seul avec le poids d'une nouvelle réalité que ni l'un ni l'autre n'étaient prêts à accepter. 2 mois avaient passé. Il s'était écoulé du temps depuis que la dépendance de Lucas à Marie était devenue une réalité inévitable dans la maison des Martin. C'était un matin de mai, avec l'automne provençal apportant une brise plus fraîche qui entrait par les fenêtres ouvertes de l'appartement. Isabelle était au bureau
essayant d'enregistrer une vidéo pour ses abonnés. Quelque chose qui était devenu de plus en plus difficile à faire. Avec naturel. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler de... Isabelle s'arrêta au milieu de sa phrase, éteignit la caméra et soupira profondément. Comment expliquer à 3 millions d'abonnés que sa vie parfaite était devenue un enchevêtrement de dépendance qu'elle ne pouvait pas contrôler? De l'autre côté de la maison, dans la cuisine, Marie préparait un smoothie à la fraise pendant que Lucas dormait dans sa poussette à côté d'elle. La routine s'était établie. Lucas tétait toutes les 3 heures, dormait entre les tétés, et Marie profitait de ces intervalles pour faire fonctionner la maison. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension qu'elle ne pouvait pas identifier. Pierre entra dans la cuisine, portant un dossier de documents, le visage plus sérieux que d'habitude. Il était parti tôt pour une réunion avec des avocats, et Marie remarqua à son expression que quelque chose d'important s'était passé. « Marie, puis-je te parler ?» dit Pierre, sa voix formelle mais non hostile comme elle avait tendance à l'être au début. « Bien sûr, Pierre. Qu'est-ce qui se passe ?» Marie essuya ses mains sur son tablier, un geste automatique quand elle était nerveuse. Pierre s'assit sur le petit banc de l'îlot, une attitude informelle qui surprit Marie. Au cours des mois de cohabitation, elle ne l'avait jamais vu s'asseoir dans la cuisine. « Nous avons dû faire quelques examens médicaux sur Lucas pour un plan de santé spécial. » Pierre commença, feuilletant les papiers du dossier. Examen génétique complet, historique familial détaillé, ces choses-là. Marie sentit une pression dans sa poitrine. Y a-t-il un problème avec Lucas? Non, Lucas est parfait. Pierre leva les yeux des documents. Mais les examens ont révélé quelques informations inattendues à propos de toi. À propos de moi? Marie s'appuya sur l'évier, sentant ses jambes fléchir. Marie, quand tu as rempli ta fiche de poste, tu as dit que tu n'avais qu'un diplôme de niveau secondaire, n'est-ce pas? Oui, monsieur, répondit Marie, mais sa voix était plus basse qu'elle ne l'avait prévu. Pierre ouvrit l'un des documents et le posa sur le comptoir. Alors explique-moi ceci, un diplôme d'infirmière de l'Université de Provence, enregistré au Corren avec spécialisation en pédiatrie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie regarda le document comme si elle voyait un fantôme, ses mains tremblant légèrement. Lucas bougea dans sa poussette, émettant un léger bruit, mais ne se réveilla pas. « Tu es infirmière, » dit Pierre, non pas comme une question, mais comme une constatation. Infirmière pédiatrique diplômée et enregistrée. Marie ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et quand elle les ouvrit à nouveau, il y avait une dignité dans sa posture que Pierre n'avait jamais vue. « J'étais, » corrigea Marie, « je n'étais plus infirmière. »« J'étais. Qu'est-ce que tu veux dire par « j'étais » ? Marie marcha jusqu'à la poussette de Lucas, observant le bébé dormir paisiblement. « J'ai travaillé à l'hôpital pédiatrique de Marseille pendant 6 ans. C'était ma vie, jusqu'à ce que... » Elle s'arrêta, la voix étranglée. Pierre attendit, réalisant qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'important. « Jusqu'à ce que mon Jean-Pierre naisse, » continua Marie, toujours en regardant Lucas. Des complications à l'accouchement. Erreur médicale, négligence de l'équipe que je connaissais, qui étaient mes collègues. Elle se tourna vers Pierre, les yeux brillants de larmes contenues. J'ai crié, supplié, dit que quelque chose n'allait pas. Mais personne ne m'a écouté parce que j'étais en travail, parce que j'étais hystérique. Pierre ressentit une pression dans son estomac, commençant à comprendre l'ampleur de ce que Marie avait caché. Quand Jean-Pierre est mort, 3 jours plus tard, l'enquête a montré que si l'équipe m'avait écouté, s'ils avaient été fait une césarienne quand je l'ai demandé, il serait en vie. Marie essuya ses yeux avec le dos de sa main. Mais qui allait croire une infirmière contre 3 médecins renommés? Mon Dieu, Marie, murmura Pierre, je n'ai plus pu mettre les pieds dans un hôpital après ça. Le souvenir, l'odeur, les sons, tout me rappelait que j'avais échoué. En tant que mère, en tant que professionnelle, en tant que femme. Marie s'assit sur une chaise à côté de la poussette,
Alors j'ai tout laissé et je suis venu ici. Je pensais qu'en étant juste une cuisinière, juste une employée invisible, je pourrais oublier. Pierre observait Marie avec une expression mêlant choc, compréhension et quelque chose qui pouvait être du respect. « Pourquoi ne l'as-tu jamais dit ? Parce que qui allait embaucher une infirmière qui a laissé mourir son propre enfant ?» répondit Marie avec une brutalité honnête. « Et parce que je voulais prouver que je pouvais recommencer, que je pouvais être utile d'autres manières. Mais Marie... » Pierre se leva, marchant vers elle. « Tu n'as pas laissé ton enfant mourir. Tu as fait tout, ce que tu pouvais. »« J'ai fait ? Alors pourquoi je n'ai pas pu le sauver ?» Marie regarda Pierre avec une douleur si profonde qu'il dut détourner les yeux. À ce moment-là, Isabelle apparut à la porte de la cuisine, attirée par les voix. « Que se passe-t-il ici ?» Pierre regarda sa femme, puis Marie, et prit une décision. « Isa, assieds-toi ici. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Marie. » Au cours des 15 minutes suivantes, alors que Lucas dormait paisiblement dans sa poussette, la vérité se déroula comme un tapis qui était plié depuis des mois. Dans un coin sombre, Isabelle écouta tout en silence, ses yeux se remplissant de larmes lorsque Marie parla de Jean-Pierre. « Alors, tu savais ?» dit Isabelle lorsque Marie eut fini de parler. « Tu savais ce que Lucas avait depuis le début ?» Marie hocha lentement la tête. « Quand j'ai vu les symptômes, le refus de s'alimenter, le schéma des pleurs, je reconnaissais. J'avais déjà vu quelques cas à l'hôpital, mais qui allait croire une cuisinière disant qu'elle connaissait le diagnostic ? » Pierre passa la main sur son visage, ressentant le poids de mois de fierté mal dirigée. « C'est pourquoi tu as proposé ton lait si rapidement. Tu savais que c'était la seule solution. » Je savais que si je ne faisais rien rapidement, Lucas finirait comme... Marie ne termina pas sa phrase, mais tout le monde comprit. Isabelle se leva et, à la surprise de... Tous, y compris elle-même, embrassèrent Marie. « Merci, non seulement pour avoir sauvé Lucas, mais pour supporter notre ignorance pendant tous ces mois. » Marie rendit l'étreinte, sentant quelque chose se briser en elle, une barrière qu'elle avait construite autour de son cœur depuis la mort de Jean-Pierre. Pierre observait les deux femmes enlacées à côté de la poussette où son fils dormait, protégé par le savoir et le dévouement de quelqu'un qu'il avait traité comme une servante pendant des mois. Pour la première fois depuis la naissance de Lucas, il se sentit véritablement petit. « Marie, » dit Pierre quand elles se séparèrent, « je te dois des excuses, beaucoup d'excuses. »« Ce n'est pas nécessaire, monsieur Pierre, vous m'avez donné une chance de recommencer. Mais vous nous avez donné bien plus. » Isabelle regarda Lucas, puis Marie. « Vous nous avez donné une leçon d'humilité. » Lucas choisit ce moment pour se réveiller, ouvrant les yeux et cherchant instinctivement Marie. Elle se pencha sur la poussette et le bébé sourit, le premier sourire conscient qu'il avait donné dans sa vie. « Salut mon petit ange », murmura Marie, prenant Lucas dans ses bras. « Tu t'es réveillé avec faim ?» En regardant Marie se préparer à nourrir Lucas, avec l'expertise naturelle de quelqu'un qui avait fait cela professionnellement pendant des années, Pierre réalisa que tout avait maintenant un sens. La délicatesse avec laquelle elle manipulait le bébé, la connaissance instinctive de ses besoins, le calme pendant les crises, tout cela venait d'une expérience qu'elle avait cachée pour protéger son propre cœur brisé. « Marie, » dit Pierre alors qu'elle se dirigeait vers la chambre où elle avait l'habitude d'allaiter Lucas, « à partir de maintenant, je veux que tu saches que tu n'es pas seulement notre employé. Tu es une partie de la famille. » Marie s'arrêta à la porte. Lucas blottit dans ses bras et regarda Pierre avec une expression mêlant surprise et gratitude. « Merci, monsieur Pierre, mais j'ai toujours su que j'étais une partie de la famille. Depuis le premier jour où Lucas a tété à mon sein, il est devenu mon fils aussi. Et vous, que vous le vouliez ou non, vous êtes devenu ma famille.
Et avec ces mots, Marie quitta la cuisine, laissant Pierre et Isabelle seuls, avec une nouvelle compréhension de la femme extraordinaire qui avait sauvé non seulement la vie de leur fils, mais peut-être aussi l'âme de leur famille. C'était le début de juin, et les matins à Saint-Tropez commençaient à devenir plus frais, annonçant l'arrivée de l'hiver. Lucas, maintenant âgé de 3 mois et demi, était devenu un bébé joufflu et souriant qui réagissait aux stimuli avec la vivacité d'un enfant en bonne santé. Mais c'est un mardi pluvieux que quelque chose d'inattendu se produisit, quelque chose qui changerait la dynamique de la maison d'une manière que personne ne pouvait prévoir. Marie était dans la cuisine en train de préparer le thé de l'après-midi quand elle décida de faire quelque chose de différent. La fine pluie qui tombait sur Saint-Tropez l'avait rendue nostalgique, lui rappelant les après-midi pluvieux chez sa grand-mère, dans le sud de la France. Presque sans y penser, elle ouvrit l'armoire où elle gardait ses quelques affaires personnelles et sortit un sachet de fenouil qu'elle avait rapporté de sa terre natale. « Je vais faire un petit thé comme le faisait ma grand-mère », murmura-t-elle pour elle-même, mettant de l'eau à bouillir. L'arôme qui commença à se répandre dans la cuisine était doux et réconfortant, chargé de souvenirs d'une enfance simple mais heureuse. Marie ne s'attendait pas à ce que ce simple acte de préparer un thé puisse avoir un impact si profond dans la maison des Martin. Lucas, qui était dans la poussette près du comptoir, commença à émettre de doux bruits de contentement. Ce n'était pas l'heure de la tétée, mais le bébé semblait particulièrement calme, ses petits yeux brillants suivant les mouvements de Marie dans la cuisine. « Tu aimes l'odeur, mon ange ?» Marie lui sourit, remuant le thé fumant. « Ma grand-mère disait que le fenouil calmait n'importe quel enfant, et à ce que je vois, elle avait raison. » C'est à ce moment qu'Isabelle apparut dans la cuisine, attirée par l'arôme inhabituel. Elle avait passé la matinée à essayer de répondre à des commentaires sur ses réseaux sociaux, une tâche qui était devenue de plus en plus difficile depuis que sa vie avait tant changé. « Quelle bonne odeur c'est ?» demanda Isabelle, s'approchant du comptoir où Marie préparait le thé. « Fenouil, Madame Isabelle, un thé que ma grand-mère faisait quand j'étais petite. » Marie servit le thé dans une tasse en porcelaine qu'elle avait trouvée dans l'armoire. « Voulez-vous goûter ?» Isabelle hésita un moment. Au cours des mois de cohabitation, elle et Marie avaient développé une relation de respect mutuel, surtout après la révélation sur la formation médicale de la cuisinière. Mais partager un thé fait maison semblait encore briser une barrière qu'Isabelle ne savait pas si elle était prête à franchir. « Pourquoi pas ?» finit par dire Isabelle, s'asseyant sur le petit banc du comptoir. Alors que les deux femmes prenaient le thé dans un silence confortable, la pluie continuait de tambouriner sur les fenêtres panoramiques. Lucas s'était endormi dans la poussette, bercé par l'arôme et la tranquillité inhabituelle qui régnait dans la cuisine. « Tu sais, Marie, » commença Isabelle, faisant tourner la tasse entre ses mains, « je ne t'ai jamais demandé à propos de ta famille. Comment est ta terre ?» Marie sourit, les yeux s'illuminant avec les souvenirs. « C'est très différent d'ici, Madame Isabelle. Un petit village où tout le monde se connaît. Ma grand-mère avait une petite maison avec un jardin plein d'herbes et de plantes médicinales. Et ta mère, elle vit toujours là-bas. » « Oui, elle vit toujours là-bas. Elle et mon père ont une petite propriété où ils cultivent des légumes à vendre en ville. » Marie prit une gorgée de thé. Ils étaient un peu perdus quand j'ai décidé de venir à Marseille. Ils n'ont jamais compris pourquoi une infirmière diplômée voulait travailler comme cuisinière. Isabelle observait Marie parler, remarquant comment son visage se transformait lorsqu'elle parlait de sa famille. Il y avait une légèreté là qu'elle voyait rarement dans le quotidien de la maison. « Ils savent pour Jean-Pierre ?» Marie baissa les yeux vers la tasse. « Ils savent. C'est ma mère qui m'a convaincu de quitter la maison après sa mort. Elle a dit que je devais trouver un nouveau but, sinon je finirais par mourir de tristesse avec lui. Et toi, tu as trouvé ton nouveau but ?» Marie regarda dans la direction de Lucas, qui dormait paisiblement. « Je pense que oui, même si je ne l'avais pas prévu. » À ce moment-là, Pierre rentra chez lui plus tôt du travail,
surpris de trouver sa femme et la domestique en train de discuter dans la cuisine comme deux amis. L'arôme de fenouil l'atteignit dès qu'il entra, apportant un souvenir lointain de son enfance. « Quelle odeur est-ce » demanda Pierre en desserrant sa cravate. « Marie a préparé une tisane » répondit Isabelle. « Veux-tu goûter » Pierre regarda les deux femmes assises sur le comptoir, son fils dormant paisiblement dans sa poussette, et ressentit une étrange sensation de voir sa famille sous un jour différent. « Pourquoi pas ?» dit-il, se surprenant lui-même. Marie servit une troisième tasse, et Pierre s'assit à côté de sa femme. Pendant quelques minutes, les trois restèrent silencieux, buvant la tisane, tandis que la pluie créait une atmosphère de confort que le luxueux appartement n'avait jamais procuré auparavant. « Tu sais, ça me rappelle la maison de ma grand-mère », Pierre dit soudain, surprenant les deux femmes. « Elle préparait aussi de la tisane au fenouil quand j'étais enfant. »« Tu avais une grand-mère qui faisait de la tisane ?» demanda Marie avec un intérêt sincère. « Oui, Mamie Marie. » Pierre sourit en se remémorant. « C'est drôle, elle avait le même nom que toi. Elle vivait dans une maison simple à Saint-Germain-des-Prés avant que le quartier ne devienne chic. » Isabelle regarda son mari avec surprise. En 5 ans de mariage, elle ne l'avait jamais entendu parler avec tendresse de son enfance. Pierre se présentait toujours comme quelqu'un qui avait réussi, comme si sa trajectoire de vie avait commencé directement à l'université de gestion. « Elle est morte quand j'étais à l'université », continua Pierre. « J'ai toujours pensé que ces recettes maison étaient des choses de gens d'un autre temps, sans sophistication. Je n'ai jamais bu de tisane au fenouil depuis. »« Et commencer d'en boire à nouveau ?» demanda Marie avec délicatesse. Pierre réfléchit un moment. C'est comme revenir dans le temps, se souvenir de quand les choses étaient plus simples. Lucas se réveilla à ce moment-là, faisant ses petits bruits de bébé heureux. Marie se leva pour le prendre, et quand il vit les 3 adultes réunis autour du comptoir, il fit un large sourire qui les attendrit. « Regarde comme il est heureux », commenta Isabelle. « C'est comme s'il savait que nous allons tous bien. » « Les bébés ressentent l'énergie de l'environnement, » dit Marie en berçant doucement Lucas. « Quand les adultes sont calmes, ils le sont aussi. » Pierre regarda autour de la cuisine, sa femme plus détendue qu'il ne l'avait vue depuis des mois, Marie souriant sincèrement, son fils dans les bras de celle qui était devenue bien plus qu'une domestique. L'arôme de fenouil flottait encore dans l'air, créant une atmosphère de foyer que leur maison luxueuse n'avait jamais eue. « Marie, » dit Pierre soudain, « as-tu encore de ce fenouil ?»« Oui, monsieur, j'en ai apporté une poignée de chez ma grand-mère. »« Que dirais-tu de préparer cette tisane plus souvent ? Peut-être que ce serait bon pour nous tous. » Marie sourit, comprenant que c'était plus qu'une demande de tisane. C'était une invitation à apporter plus de son essence dans cette maison, à transformer cet espace froid en quelque chose de plus semblable à un foyer. Bien sûr, monsieur Pierre, et si vous le souhaitez, je peux vous enseigner quelques recettes que ma grand-mère faisait, des choses simples, mais qui donnent à la maison une odeur de famille. Isabelle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la pluie qui commençait à diminuer. « Tu sais quoi ? J'ai toujours voulu avoir des souvenirs d'enfance comme ceux dont vous parlez, l'odeur de la maison de grand-mère, des recettes familiales. »« Tu n'en as pas ?» demanda Marie avec surprise. « Non, mes parents ont toujours été très occupés par leur travail. J'ai grandi plus avec des nourrices et des domestiques qu'avec eux. » Isabelle se tourna vers Marie. « Peut-être que tu pourrais m'apprendre quelque chose, pour que Lucas, quand il grandisse, ait ces souvenirs que vous avez. » Pierre observa sa femme faire cette demande et ressentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Peut-être était-ce la première fois qu'il voyait Isabelle admettre une vulnérabilité, un désir d'être différente de ce qu'elle avait toujours été. « Ce serait un plaisir, Madame Isabelle, » répondit Marie avec une chaleur sincère. « Et qui sait,
Peut-être que Lucas grandira en sachant qu'il a 3 personnes qui l'aiment, chacune à sa manière. Lorsque la pluie s'arrêta et que le soleil commença à réapparaître entre les nuages, les 3 adultes étaient encore dans la cuisine, discutant de recettes, de souvenirs et de projets pour rendre la maison plus accueillante. Lucas avait tété et s'était endormi à nouveau, bercé non seulement par le lait de Marie, mais par l'harmonie inhabituelle qui flottait dans l'air. Ce jour-là, quelque chose de fondamental changea dans la maison des Martin. L'arôme de fenouil avait fait plus que parfumer l'environnement. Il avait ouvert une porte pour que 3 personnes très différentes découvrent qu'elles pouvaient peut-être former quelque chose ressemblant à une véritable famille. Le mois de juillet arriva avec le froid typique de l'hiver marseillais, et avec lui vint une nouvelle qui bouleverserait l'équilibre délicat qui s'était établi dans la maison des Martin. C'était un jeudi matin lorsque le téléphone de Marie sonna pendant le petit déjeuner, interrompant la routine tranquille qui était devenue précieuse pour tous. Lucas était dans les bras d'Isabelle, jouant avec une tétine colorée, en attendant l'heure de la prochaine tétée. Au cours des derniers mois, la relation entre les 2 femmes avait évolué d'une coexistence respectueuse vers quelque chose qui ressemblait à une véritable amitié. « Marie, ton téléphone sonne », prévint Isabelle, observant la cuisinière préparer une bouillie d'avoine à la cannelle, une autre recette qu'elle avait rapportée de ses souvenirs familiaux. Marie s'essuya les mains sur son tablier et répondit au téléphone avec une certaine appréhension. Les appels sur son portable personnel étaient rares, surtout tôt le matin. « Allô ? Oui, c'est moi. » L'expression de Marie changea progressivement pendant qu'elle écoutait. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent de concentration. « Quand ? Es-tu sûr ?» Elle s'éloigna de quelques pas, baissant la voix. « Je dois réfléchir, puis-je rappeler demain ?» Lorsque Maria raccrocha, elle resta immobile pendant quelques secondes, regardant le téléphone comme s'il venait d'annoncer la fin du monde. « Tout va bien, Maria ?» demanda Isabelle, remarquant la pâleur sur le visage de la cuisinière. Maria regarda Isabelle, puis Lucas, et s'assit lourdement sur une chaise. C'était de l'hôpital maternité infantile de Marseille, un des meilleurs du pays. « Hôpital ? Quelque chose est arrivé à ta famille. »« Non, Madame Isabelle, il m'offre un emploi, comme infirmière en chef de l'unité de soins intensifs néonatal. » Le silence qui suivit fut seulement rompu par le bruit de Lucas jouant avec sa tétine. Isabelle sentit comme si l'air avait été aspiré de la pièce. « Comment ont-ils su que tu es infirmière ?» demanda Isabelle, bien qu'elle se doutât de la réponse. « Le docteur Dupont, il connaît la directrice de l'hôpital, a parlé de mon cas. Il a dit que c'était un gâchis que je ne sois pas en train d'exercer ma profession. » Maria passa sa main sur son visage. « Le salaire c'est 3 fois ce que je gagne ici, et je retournerai à faire ce que j'ai toujours aimé. » À ce moment-là, Pierre entra dans la cuisine déjà habillé pour le travail, mais s'arrêta brusquement en réalisant la tension dans l'air. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, regardant de l'un à l'autre. Isabelle raconta rapidement l'appel, et Pierre se sentit comme s'il avait reçu un coup au ventre. Au cours des derniers mois, il s'était habitué non seulement à la dépendance médicale que Lucas avait envers Maria, mais aussi à sa présence dans la maison. Elle était devenue une ancre de stabilité dans leur vie. « Marseille ?» Pierre répéta. « Maria, cela signifie que tu devrais déménager. »« Oui, monsieur Pierre, et commencer la semaine prochaine. »« La semaine prochaine ?» Isabelle cria presque, faisant sursauter Lucas. « Mais Maria, Lucas a encore besoin de toi. Le docteur Dupont a dit que ce serait au moins jusqu'à 6 mois. » « Je sais, Madame Isabelle, c'est pourquoi je dois réfléchir. » Maria regarda Lucas, qui avait cessé de jouer et semblait ressentir la tension des adultes. « C'est l'opportunité de ma vie professionnelle. »« Mais quoi ?» demanda Pierre, sa voix chargée d'une urgence qu'il ne pouvait dissimuler. « Mais cela signifie vous quitter Lucas. » Maria étendit les bras vers le bébé, qui se pencha immédiatement dans sa direction. « Je ne sais pas si je peux faire ça. »
Pierre commença à marcher d'un côté à l'autre de la cuisine, son esprit pratique essayant de trouver une solution. « Combien ils offrent? Je peux doubler ton salaire ici. »« Monsieur Pierre, ce n'est pas une question d'argent. » Maria berça doucement Lucas. « C'est une question de redevenir qui j'ai toujours été, d'exercer ma profession. »« Mais tu exerces ta profession ici, » protesta Isabelle. « Tu prends soin de Lucas mieux que n'importe quelle infirmière d'hôpital. » Prendre soin de Lucas est différent. Ici, je suis une mère de substitution. Là-bas, je serais une professionnelle reconnue, sauvant de vraies vies. Les mots de Maria frappèrent Isabelle comme une gifle. Une mère de substitution? C'est ainsi que tu te vois? Maria réalisa qu'elle avait blessé Isabelle sans le vouloir. Non, Madame Isabelle, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ici, je me sens chez moi, mais ce n'est pas ta maison. Pierre compléta, comprenant enfin la position délicate dans laquelle se trouvait Maria. C'est ce que tu essaies de dire? Maria hocha la tête, les yeux remplis de larmes. Pourtant, vous me traitez bien. Pour autant que j'aime Lucas comme s'il était mon fils, je sais que je suis l'employé. Et quand Lucas n'aura plus besoin de moi, tu penses que nous allons te renvoyer? Demanda Isabelle, sincèrement choquée. Je ne sais pas, Madame Isabelle. Vous êtes de bonnes personnes, mais vous êtes des personnes riches, et les personnes riches ont d'autres priorités quand les choses changent. Le commentaire de Maria créa un silence inconfortable. Pierre et Isabelle échangèrent un regard, réalisant qu'en dépit de tous ces mois de cohabitation, il y avait encore une barrière de classe qu'ils n'avaient pas réussi à franchir complètement. « Maria !» dit Pierre, s'asseyant à la table de la cuisine. « Je sais que nous n'avons pas le droit de te demander de refuser une telle opportunité, mais je dois que tu saches que tu n'es pas seulement une employée pour nous. »« Alors, que suis-je » demanda Maria, une question sincère qui laissa Pierre sans réponse immédiate. « Tu es de la famille, » répondit Isabelle. « Tu as sauvé notre fils, tu nous as appris des choses que nous ne savions pas que nous devions apprendre. Tu as transformé cette maison en un foyer. »« De la famille ?» Maria répéta le mot comme si elle testait son goût. « Madame Isabelle, la famille ne reçoit pas de salaire pour rester. » Lucas choisit ce moment pour commencer à pleurer, demandant son biberon du matin. Maria se leva automatiquement, mais Isabelle l'arrêta d'un geste. « Laisse-moi essayer, » dit Isabelle, prenant le bébé dans ses bras. Pendant quelques minutes, Isabelle essaya de calmer Lucas, fredonnant doucement, le berçant, offrant de l'affection. Mais le bébé continua de pleurer, cherchant instinctivement Maria. « Il se calme seulement avec moi, » dit Maria avec tristesse. « Et cela va durer encore quelques mois. Je ne peux pas vous laisser comme ça. »« Mais tu ne peux pas non plus renoncer à ta vie pour nous, » dit Pierre, surprenant les deux femmes par son honnêteté. « Maria, si tu restes ici seulement par obligation, par pitié, cela ne sera bon pour personne. »« Je ne reste pas par pitié, » répondit Maria fermement. « Je reste parce que je vous aime, tous les trois. » La déclaration flottait dans l'air comme une confession que personne n'attendait. Maria avait dit à voix haute ce que tout le monde ressentait, mais que personne n'avait osé verbaliser. « Alors, reste !» demanda Isabelle, sa voix presque un murmure. « S'il te plaît, reste !» Maria regarda Lucas, qui avait cessé de pleurer au moment où il entendit sa voix. Elle regarda Isabelle avec des yeux suppliants. Elle regarda Pierre, qui pour la première fois depuis des mois semblait véritablement vulnérable. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit finalement Maria. « C'est une décision très importante à prendre, du jour au lendemain. »« Combien de temps as-tu pour répondre ?» demanda Pierre. « Jusqu'à demain après-midi. » Pierre hocha la tête. « Alors nous allons donner ce temps. Temps pour toi. Mais Marie, je veux que tu saches que, quelle que soit ta décision, tu auras toujours une place ici. Pas comme employé, mais comme partie de notre famille. » Marie sourit à travers ses larmes, prit Lucas dans ses bras et sortit de la cuisine en direction de la chambre où elle avait l'habitude de l'allaiter. Pierre et Isabelle restèrent seuls,
faisant face à la possibilité que la femme qui était devenue essentielle à leur vie puisse partir dans une semaine. « Et si elle partait ?» demanda Isabelle, sa voix tremblante. Pierre regarda par la fenêtre, observant le matin gris de juillet. « Alors nous devrons apprendre à être une famille sans elle, et espérer qu'elle soit heureuse. » Mais tandis qu'il prononçait ces mots, Pierre savait que le départ de Marie serait bien plus que la perte d'une aide pour Lucas. Ce serait la perte de quelqu'un qui leur avait tous appris la véritable signification de l'amour inconditionnel. C'était la veille de la fête de la Saint-Jean, lorsque Marie prit une décision qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Après une nuit blanche à réfléchir à la proposition de l'hôpital de Marseille, elle se réveilla avec une idée fixe. Si cela pouvait être sa dernière semaine chez les Martin, elle voulait laisser un souvenir spécial. « Madame Isabelle », dit Marie pendant le petit déjeuner, tandis que Lucas tétait tranquillement dans ses bras. « Cela vous dérangerait-il si je faisais une petite fête de la Saint-Jean ce soir? Rien de très élaboré, juste une tradition de ma terre. » Isabelle, qui avait passé la nuit éveillée à imaginer comment serait la maison sans Marie, regarda la cuisinière avec surprise. « Une fête? Ici dans l'appartement? Sur le balcon, juste pour nous. Je peux préparer quelques plats typiques, décorer un peu... » Marie hésita. « C'est que demain je dois donner ma réponse à l'hôpital, et je voulais que vous connaissiez un peu plus d'où je viens. » Pierre, qui prenait son café tout en lisant des emails sur sa tablette, leva les yeux. Ces derniers jours, il était devenu plus attentif aux désirs de Marie, comme si chaque geste d'elle pouvait être le dernier. « Bien sûr, Marie, fais comme tu veux. As-tu besoin d'argent pour acheter quelque chose ?» proposa-t-il. « Non, monsieur Pierre, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. » Marie sourit, mais il y avait une mélancolie dans ses yeux qui n'échappa à aucun des deux. Pendant toute la matinée, Marie travailla avec une énergie qu'elle n'avait pas montrée depuis des semaines. Elle descendit au marché municipal de Saint-Tropez et revint chargée de sacs avec du maïs, des cacahuètes, de la noix de coco, du nougat et d'autres ingrédients qu'Isabelle n'avait jamais vus dans sa cuisine gastronomique. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Isabelle, observant Marie déverser les ingrédients sur le plan de travail en granit. « Galettes de maïs, crème de maïs, nougat, vin chaud, » énuméra Marie, les yeux brillants d'enthousiasme. « Et je vais faire cette soupe de maïs que ma grand-mère préparait. Lucas va adorer l'odeur. » Isabelle observa Marie travailler, notant comment ses mouvements en cuisine changeaient lorsqu'elle préparait des plats de sa terre. Il y avait une grâce là-dedans, une connexion avec quelque chose d'ancestral qui faisait de la cuisine plus qu'une simple préparation de nourriture. « Puis-je aider ?» ne proposa Isabelle, se surprenant elle-même. « Bien sûr, Madame Isabelle, vous pouvez râper le maïs pour la galette. » Pour la première fois depuis qu'elle avait emménagé dans cet appartement, Isabelle passa tout l'après-midi en cuisine, les mains sales de maïs et de sucre, apprenant des recettes que sa domestique avait héritées de générations de femmes provençales. Lucas restait dans sa poussette à proximité, observant les deux femmes travailler ensemble dans une harmonie qu'il n'avait pas encore l'âge de comprendre, mais qu'il ressentait certainement. Lorsque Pierre rentra du travail à 7 heures du soir, il s'arrêta à l'entrée du salon, totalement choqué. Le balcon de l'appartement avait été transformé en quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé possible dans cet espace sophistiqué. Des banderoles colorées en papier crépon étaient suspendues d'un bout à l'autre du balcon. Des bougies, dans des pots en verre, créaient une lumière douce et chaleureuse. Au centre, Marie avait improvisé un petit feu de camp en utilisant un brasero qu'elle avait trouvé dans le dépôt, et l'arôme de maïs grillé se mêlait à celui des plats typiques disposés sur des plateaux sur une table recouverte d'une nappe à carreaux. « Mon Dieu !» murmura Pierre, observant Isabelle apparaître sur le balcon portant Lucas, tous deux habillés de manière plus décontractée que d'habitude. Surpris, sourit Isabelle, et Pierre remarqua qu'il y avait quelque chose de différent chez sa femme. Elle semblait plus légère, plus naturelle. Marie apparut portant un plateau avec du vin chaud fumant.
Elle avait échangé son uniforme bleu marine contre une jupe fleurie et un simple haut blanc qu'elle avait apporté de sa terre. Ses cheveux étaient détachés, encadrant son visage d'une manière qui la faisait paraître plus jeune et insouciante. « Bienvenue à notre fête de la Saint-Jean, monsieur Pierre, » dit Marie, lui offrant une tasse de vin chaud. Pierre accepta la boisson et en prit une gorgée, sentant la chaleur de l'alcool mélangé au gingembre, au clou de girofle et à la cannelle descendre dans sa gorge et réchauffer son corps par une nuit de juillet étonnamment froide. « C'est délicieux, » dit-il, réalisant que ces mots étaient insuffisants pour décrire ce qu'il ressentait. Au cours des heures suivantes, quelque chose de magique se produisit sur ce balcon. Marie connecta son téléphone à une enceinte et mit du phoro à jouer. Des chansons qui parlaient d'amour, de nostalgie et de la vie simple à la campagne. Elle apprit à Pierre et Isabelle à danser le phoro, riant lorsqu'ils lui marchèrent sur les pieds, applaudissant lorsqu'ils réussissaient quelques pas. Lucas, rassasié et satisfait, restait dans les bras tantôt de l'un, tantôt de l'autre, observant les adultes avec des yeux brillants, comme s'ils savaient que cette nuit était spéciale. « Goûtez la galette !» insista Marie, servant des morceaux de la douceur qu'elle avait préparée pendant l'après-midi. Isabelle goûta et ses yeux s'écarquillèrent. « Marie, c'est divin! Comment as-tu appris à faire ça? Ma grand-mère m'a appris quand j'avais 7 ans. Elle disait que toute femme provençale devait savoir faire de la galette pour être heureuse. » Marie sourit, mais Pierre remarqua une ombre de tristesse. « Et vous êtes heureux ?» Pierre demanda soudainement, surprenant tout le monde avec cette question personnelle. Marie s'arrêta de manger, regardant Lucas dans ses bras, puis Isabelle et Pierre, assis sur le sol de la terrasse, mangeant des galettes de maïs et buvant du vin chaud, comme s'ils étaient des gens simples à une fête de village. « En ce moment, oui, je suis heureuse, » elle répondit. Plus heureuse que je ne l'ai été depuis longtemps. « Alors pourquoi pensez-vous à partir ?» Isabelle demanda, la voix chargée d'une émotion qu'elle ne pouvait pas cacher. Marie resta silencieuse pendant quelques secondes, berçant doucement Lucas. « Parce que le bonheur temporaire n'est pas suffisant pour construire une vie. »« Qui a dit que ce serait temporaire ?» Pierre demanda. « Monsieur Pierre, vous êtes des gens merveilleux, mais je sais comment fonctionne le monde. Quand Lucas grandira, quand il n'aura plus besoin de moi, vous voudrez une employée plus jeune, plus moderne, et j'aurai 40 ans, sans perspective professionnelle. Marie, » Isabelle s'approcha d'elle, « pensez-vous vraiment que nous sommes si superficiels? Ce n'est pas de la superficialité, Madame Isabelle. C'est la réalité. Vous vivez dans un monde que je n'ai visité qu'une fois. Un jour, la visite se termine. » Pierre se leva et marcha jusqu'à la balustrade de la terrasse, observant les lumières de la ville en bas. Les mots de Marie l'avaient frappé comme une claque, car il savait qu'il y avait de la vérité dans ses paroles. « Marie, » dit-il sans se retourner, « que faudrait-il pour que vous croyiez que vous avez une place permanente dans nos vies? » « Je ne sais pas, monsieur Pierre. Honnêtement, je ne sais pas. » Lucas choisit ce moment pour faire un large sourire et taper des mains comme s'il applaudissait la fête. Les 3 adultes rirent et la tension du moment se dissipa temporairement. « On danse encore un peu ?» Marie suggéra, plaçant Lucas dans la poussette et augmentant le volume de la musique. Cette fois, Pierre dansa avec Marie pendant qu'Isabelle tenait Lucas. La musique était Asa Branca de Luis Gonzaga et Marie fredonnait doucement en se déplaçant dans les bras de Pierre avec une naturelle qui le surprenait. « Quand j'ai vu la terre brûler comme un feu de Saint-Jean », Marie chanta et sa voix avait une qualité mélancolique qui fit comprendre à Pierre que la chanson parlait de nostalgie, de quitter sa terre natale à la recherche de quelque chose de mieux. « C'est à propos de vous ?» Pierre demanda doucement. « C'est à propos de nous tous qui quittons notre maison, à la recherche d'une vie meilleure. » Marie répondit. « Parfois nous trouvons, parfois nous ne trouvons pas. » Quand la musique se termina, ils restèrent enlacés quelques secondes de plus que ce qui serait approprié entre employeur et employé. Mais ce soir-là, il n'y avait pas d'employeur ou d'employé. Il n'y avait que 3 personnes qui avaient découvert qu'elles étaient importantes les unes pour les autres. « Marie, » dit Isabelle quand ils se séparèrent,
Quoi que vous décidiez demain, merci pour cette nuit, pour nous montrer à quel point une vie plus simple peut être belle. » Marie sourit, essuyant une larme qui insistait à tomber. « Merci de me laisser partager un peu de mon histoire avec vous. » Quand la fête se termina et qu'il commençait à ranger les décorations, Pierre prit une décision. « Marie, je veux faire une proposition. Pas en tant que votre employeur, mais en tant que quelqu'un qui se soucie de vous. » Marie s'arrêta de plier les banderoles et le regarda attentivement. « Ne répondez pas à l'hôpital demain. Donnez-moi une semaine de plus. Laissez-moi voir si je peux trouver un moyen de vous faire croire que vous avez un avenir ici avec nous. » Marie regarda Isabelle, qui hocha la tête d'encouragement, puis Lucas, qui dormait paisiblement dans la poussette. « Une semaine ?» demanda-t-elle. « Une semaine. » Pierre confirma. « D'accord, une semaine de plus. » Et pendant que Marie ramassait les derniers vestiges de la fête de Saint-Jean, elle n'avait aucune idée que Pierre planifiait déjà quelque chose qui changerait non seulement sa perspective sur l'avenir, mais toute la dynamique de leur vie. La semaine promise par Pierre était à son 5e jour quand il rentra chez lui, portant un dossier volumineux et une expression mêlant nervosité et détermination. C'était un après-midi pluvieux de juillet, et Marie était dans le salon avec Lucas, qui pouvait maintenant s'asseoir avec un soutien et observait tout autour de lui avec la curiosité croissante d'un bébé de presque 5 mois. « Isabelle, Marie, pouvez-vous venir ici dans le salon ? J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Pierre dit, posant le dossier sur la table basse en marbre. Isabelle sortit du bureau, où elle essayait d'enregistrer une vidéo pour ses réseaux sociaux, une tâche qui était devenue de plus en plus difficile depuis que sa vie réelle était devenue plus intéressante que sa vie virtuelle. Elle remarqua immédiatement la tension dans les épaules de son mari. « Que s'est-il passé ?» Isabelle demanda, s'asseyant sur le canapé à côté de Marie, qui tenait Lucas dans ses bras. Pierre prit une profonde inspiration et ouvrit le dossier, révélant plusieurs documents, de vieilles photos et des papiers qui semblaient officiels. Au cours des dernières semaines, depuis que nous avons appris la situation de Marie, j'ai engagé un détective privé. Un détective! Marie se redressa alarmée. Pourquoi faire? Pour mieux comprendre votre histoire, pour être sûr que... Pierre s'arrêta, réalisant comment ces mots sonnaient. Ce n'était pas par méfiance, Marie, c'était par curiosité. Et ce que j'ai découvert, eh bien, cela a tout changé. Isabelle observa les documents étalés sur la table, remarquant que certains semblaient très anciens, comme des certificats et des photos en noir et blanc. « Pierre, quelle est cette histoire ?» demanda-t-elle. Pierre prit une vieille photo et la montra aux 2 femmes. C'était une image en noir et blanc d'une jeune femme au visage délicat tenant un bébé dans ses bras. « C'est Hélène Dupont, votre grand-mère, Marie. » Pierre dit, observant la réaction de la cuisinière. « Comment avez-vous obtenu cette photo ?» Marie demanda, prenant l'image avec des mains tremblantes. « Je ne savais même pas qu'elle existait. C'était difficile à obtenir. J'ai dû engager des chercheurs en Provence, chercher dans de vieux registres. » Pierre prit un autre document. « Mais ce que j'ai découvert est extraordinaire, Marie. Votre grand-mère n'était pas seulement une femme au foyer de la campagne. » Marie regarda Pierre avec confusion. « Comment ça ?» Pierre montra un certificat de naissance, hâté par le temps. Hélène Dupont était la fille de Jean Dupont, qui était l'un des plus grands actionnaires de la Compagnie minière de Provence dans les années 1950. Cela ne peut pas être vrai. Marie secoua la tête. Ma grand-mère était une femme simple. Elle vivait dans une petite maison, s'occupait d'un jardin, parce qu'elle a choisi de vivre ainsi. Eduardo continua, prenant d'autres documents.
Quand son grand-père est mort en 1960, Hélène a hérité d'une fortune considérable. Mais il y a des enregistrements qui montrent qu'elle a donné presque tout à des orphelinats et des hôpitaux ne gardant qu'une petite propriété rurale. Isabelle observait Marie traiter les informations, voyant comment cette découverte ébranlait ses certitudes sur sa propre famille. « Mais, Eduardo, intervint Isabelle, quel rapport cela a-t-il avec la situation actuelle ?» Eduardo sourit, prenant un document plus récent. « Cela a à voir avec ceci. Marie, ta grand-mère n'a pas tout donné. Elle a créé un fonds fiduciaire qui a grandi pendant des décennies. Un fonds qui vaut aujourd'hui environ 8 millions d'euros. » Le silence dans la pièce était absolu. Lucas, inconscient de l'ampleur de la révélation, jouait avec les doigts de Marie, qui était paralysée par le choc. « 8 millions ?» Marie répéta, sa voix sortant comme un murmure. « Et il y a plus. » Eduardo prit un autre papier. « Mon entreprise, Mendonça Cosmétiques, a été fondée avec un investissement initial d'un groupe d'actionnaires anonymes dans les années 1980. Je n'ai jamais pu retracer qui ils étaient, car tout a été fait par l'intermédiaire de tiers. » Marie regarda Eduardo avec une incompréhension croissante. « Et l'un de ces investisseurs était le fonds de ta grand-mère. Marie, ta famille est techniquement l'un des actionnaires minoritaires de l'entreprise qui m'a rendu riche. » La révélation frappa Marie comme un tsunami. Elle regarda Lucas, puis Isabelle, puis Eduardo, essayant de traiter que toute sa vie avait été construite sur une compréhension erronée de ses propres origines. « Tu es en train de dire que… » Marie ne put terminer sa phrase. « Je dis que tu n'es pas une cuisinière pauvre qui dépend de cet emploi pour survivre. Tu es une héritière qui a choisi de vivre simplement. » Eduardo s'assit sur le fauteuil en face du canapé et qui, ironiquement, a aidé à financer l'entreprise qui soutient notre famille. Isabelle était bouche bée. « Marie, savais-tu quelque chose à ce sujet ?»« Rien !» Marie répondit encore sous le choc. « Ma grand-mère n'a jamais parlé d'argent. Elle a toujours vécu simplement, enseignant à la famille à valoriser le travail honnête, pas la richesse. » Eduardo prit le dernier document du dossier. « Il y a une chose de plus, Marie. L'hôpital qui t'a offert le poste à Marseille, ils ont découvert ta véritable histoire aussi. L'offre n'était pas seulement en raison de tes compétences. C'était parce qu'ils savent que tu peux financer de nouveaux équipements pour l'unité de soins intensifs néonatale. » Marie se leva brusquement, presque en renversant Lucas. Elle marcha jusqu'à la fenêtre panoramique, regardant la ville en bas comme si elle la voyait pour la première fois. « Pourquoi as-tu fait cette enquête, Eduardo ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Parce que je voulais trouver un moyen de te convaincre de rester. Je pensais que si je te proposais un poste d'associé dans l'entreprise, tu te sentirais plus en sécurité quant à l'avenir. » « Associé ?» Marie se retourna, une expression d'incrédulité sur le visage. « Techniquement, tu l'es déjà. Mais je te propose d'augmenter ta participation, de te donner un rôle actif dans l'entreprise. » Eduardo se leva aussi. « Je veux que tu sois responsable de la ligne de produits pour enfants, que tu utilises ton expertise médicale pour développer des cosmétiques vraiment sûrs pour les bébés. » Isabelle observait la conversation avec fascination, réalisant que son mari avait soigneusement planifié tout cela. « Vous essayez de m'acheter » Marie dit, sa voix sortant plus dure que d'habitude. « Non !» protesta Eduardo. « Nous essayons de te montrer que tu as des options, que tu peux choisir de rester ou de partir, mais que tout choix sera fait de ton plein gré, pas par nécessité. » Marie retourna au canapé et prit Lucas dans ses bras, trouvant du réconfort dans la familiarité du geste. Le bébé lui sourit, complètement inconscient de la complexité de la situation. « 8 millions d'euros !» Marie répéta comme si elle testait le poids des mots. « Et ça continue de croître. » Eduardo confirma. « Ta grand-mère a été très sage de créer ce fonds. Sais-tu ce qui est le plus ironique ?» Marie regarda Eduardo avec une expression mêlant tristesse et compréhension. « Elle m'a toujours dit que la véritable richesse ne vient pas de l'argent, mais de l'amour que tu donnes et reçois. Et elle avait raison.
Isabelle dit doucement. Regarde ce qui s'est passé ici. Tu es venu comme notre employé, mais tu es devenu partie de notre famille. Cela n'a pas de prix. Marie resta silencieuse pendant un long moment, berçant Lucas et réfléchissant. La révélation sur son héritage changeait tout et, en même temps, ne changeait rien. Elle aimait toujours cette famille. Elle voulait toujours s'occuper de Lucas. Elle se sentait toujours chez elle dans ce luxueux appartement. « Eduardo, dit-elle finalement, si j'accepte ta proposition, si je deviens ton associé, comment cela fonctionne-t-il? Je continue à vivre ici? Comme tu le souhaites. Tu peux avoir ta propre maison, ton propre espace, ou tu peux rester ici, non pas en tant qu'employé, mais comme... » Il hésita, cherchant le bon mot. « Comme famille. » Isabelle compléta. Marie regarda les deux, puis Lucas, qui s'était endormi dans ses bras. « Je dois appeler ma mère. Je dois comprendre pourquoi elle ne m'a jamais parlé de l'héritage de ma grand-mère. »« Bien sûr. » Eduardo acquiesça. « Mais Marie, cela change-t-il ta décision concernant l'hôpital de Marseille ?» Marie sourit pour la première fois depuis le début de la conversation. « Cela a tout changé, Eduardo, absolument tout. » Et tandis qu'elle quittait la pièce en portant Lucas vers la chambre, Eduardo et Isabelle restèrent seuls, avec la certitude qu'ils venaient de découvrir que la femme qu'ils aimaient comme famille était littéralement une partie de la famille d'entreprise qui les soutenait. Le destin, parfois, a un sens de l'humour particulier. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la révélation sur l'héritage de Marie, et la dynamique de la maison avait changé de manière subtile, mais significative. Marie continuait à s'occuper de Lucas avec la même dévotion, mais il y avait maintenant une confiance différente dans sa posture, la sécurité de celle qui sait. C'était un matin d'août, lorsque le docteur Dupont est arrivé pour la consultation mensuelle de Lucas, mais cette fois, il n'était pas seul. Il avait amené avec lui Dr Fernande Lefebvre, une généticienne pédiatrique de l'Institut national de génétique médicale. Pierre, Isabelle, voici le docteur Fernande. Le docteur Dupont a fait les présentations dans la salle, où Lucas jouait sur le tapis sous le regard attentif de Marie. Je lui ai demandé de venir parce que les derniers examens de Lucas ont montré certains marqueurs qui méritent une attention particulière. Marie s'est levée automatiquement, prenant Lucas dans ses bras avec le mouvement protecteur qui était devenu instinctif. Y a-t-il un problème avec lui? Docteur Fernande, une femme d'une 40aine d'années avec des cheveux grisonnants et des lunettes à monture délicate, a souri de manière rassurante. Pas exactement un problème, Marie. Mais oui, une condition qui explique beaucoup pourquoi Lucas a des besoins si spécifiques. Pierre s'est approché, l'inquiétude évidente sur son visage. Quel type de condition? Lucas a une mutation génétique rare appelée déficience congénitale de lactase spécifique. Dr Fernande a ouvert un dossier avec les résultats des examens. C'est différent de l'intolérance commune au lactose. C'est une condition qui affecte environ une enfant sur 500 000. Isabelle a senti ses jambes fléchir. C'est grave? Ce n'est pas fatal, mais c'est permanent. La généticienne a expliqué. L'organisme de Lucas ne produit pas certaines enzymes nécessaires pour traiter des composants spécifiques du lait. Pas seulement le lactose, mais aussi certaines protéines et acides aminés. Marie a doucement bercé Lucas, sentant qu'il devenait agité, comme s'il percevait l'attention des adultes. Et cela signifie quoi pour lui? Cela signifie qu'il aura besoin de soins alimentaires spécifiques pour le reste de sa vie, a répondu le docteur Dupont. Il ne pourra pas consommer de produits laitiers conventionnels et de nombreux aliments transformés seront problématiques. Mais docteur, Pierre a intervenu, Lucas mange parfaitement bien avec Marie. Comment est-ce possible? Docteur Fernande a souri, regardant Marie avec respect professionnel. C'est la partie la plus intéressante. Marie, pouvez-vous me parler de votre régime alimentaire, surtout ces derniers mois? Marie a hésité, ne comprenant pas où la question menait. Eh bien, j'ai toujours mangé de manière naturelle. Beaucoup de légumes, de fruits, de poissons.
J'évite les aliments industrialisés depuis que je suis enfant. Et prenez-vous des suppléments? Des vitamines spécifiques? Je prends un complexe vitaminique que ma mère m'a toujours donné. Il est fait avec des herbes médicinales que ma grand-mère cultivait. Marie a répondu. Pourquoi? La généticienne a pris un autre papier des examens. Parce que votre régime et votre supplémentation naturelle ont créé un profil nutritionnel dans votre lait qui est exactement ce dont Lucas a besoin. C'est comme si votre organisme produisait une formule personnalisée pour lui. Le silence dans la salle était profond. Isabelle a regardé Marie comme si elle voyait un miracle se produire. Vous êtes en train de dire que Marie est la seule personne qui peut nourrir Lucas correctement? A demandé Pierre. Pas la seule, mais certainement la plus compatible que nous ayons trouvée, a répondu Dr Fernande. Il serait possible de créer une formule synthétique, mais cela serait extrêmement coûteux et moins efficace. Marie s'est assise lourdement sur le canapé, Lucas toujours dans ses bras. Pour combien de temps? Lucas aura besoin de lait maternel compatible jusqu'à au moins 18 mois, a expliqué le docteur Dupont. Après cela, nous pourrons introduire des aliments solides spécifiques, mais il aura toujours besoin d'un suivi nutritionnel spécialisé. 18 mois, Isabelle a répété faisant des calculs mentaux. Cela signifie encore une année entière. Et il y a plus. Dr Fernande a pris un autre document. La condition de Lucas est héréditaire. Si vous avez d'autres enfants, il y a 25% de chances qu'ils naissent avec la même condition. L'information a frappé Isabelle comme un éclair. Elle avait passé la semaine précédente à se demander si elle devait essayer de tomber enceinte à nouveau, surtout maintenant que Lucas était en bonne santé et que la situation familiale s'était stabilisée. 25%, Pierre a répété. C'est une chance élevée. C'est significatif, a confirmé la généticienne. Mais maintenant que nous connaissons la condition, toute grossesse future peut être surveillée, et les soins peuvent être planifiés à l'avance. Marie observait Lucas, qui était redevenu calme en jouant sur ses genoux, inconscient du fait que sa condition génétique redéfinissait l'avenir de toute la famille. « Docteur Fernande, a dit Marie, sa voix calme mais déterminée, y a-t-il un moyen de former d'autres personnes pour produire le type de lait dont Lucas a besoin? Théoriquement, oui. Avec un régime très spécifique et une supplémentation contrôlée, une autre femme allaitante pourrait développer un profil nutritionnel similaire, a répondu la médecin. Mais ce serait un processus long et complexe. Pierre a regardé Marie, puis Isabelle. Marie, comprends-tu ce que cela signifie? Cela signifie que je dois rester, a répondu Marie simplement. Pour le bien de Lucas, je dois rester. Ce n'est pas seulement pour Lucas, a dit Isabelle, surprenant tout le monde. Si nous décidons d'avoir d'autres enfants, nous aurons aussi besoin de vous. La déclaration a créé un nouveau silence dans la salle. La possibilité d'enfants futurs avec la même condition transformait la présence de Marie de temporaire en essentiel à long terme. Isabelle, a dit le docteur Dupont doucement, vous n'avez pas besoin de prendre cette décision maintenant. Mais il est important de comprendre que la condition de Lucas n'est pas quelque chose qu'il va surmonter. C'est une caractéristique permanente. Marie s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre, tenant toujours Lucas. Vous comprenez que cela change tout, n'est-ce pas? Ce n'est plus une question de choisir entre un emploi ici ou à Marseille, c'est une question d'engagement à vie. Et es-tu prête à faire cela? A demandé Pierre, s'approchant d'elle. Marie a regardé Lucas qui a levé les yeux vers elle et a souri. Monsieur Pierre, depuis le premier jour où j'ai allaité ce garçon, je savais qu'il était devenu mon fils aussi. Maintenant, découvrir que peut-être je suis la seule personne qui peut s'occuper de lui correctement. Elle a fait une pause, organisant ses pensées. Ce n'est même pas une question de choix, c'est le destin. Dr Fernande a rangé les papiers dans le dossier. Marie, puis-je faire une suggestion?
Étant donné votre formation en soins infirmiers et votre expérience unique avec Lucas, envisageriez-vous de vous spécialiser en nutrition pédiatrique pour des conditions génétiques rares? Il y a peu de professionnels dans ce domaine en France. Marie a regardé la généticienne avec intérêt. Comment cela? Je pourrais aider d'autres familles qui font face à des situations similaires. Votre expérience pratique est inestimable. Pierre s'est approché davantage. Marie, cela pourrait faire partie de votre travail dans l'entreprise. Nous pourrions créer un département de recherche et développement pour la nutrition infantile spécialisée. Isabelle observait la conversation, réalisant comment ce qui avait commencé comme une crise médicale se transformait en une opportunité de donner un but professionnel à Marie tout en gardant Lucas en sécurité. « Vous suggérez que je devienne spécialiste des enfants comme Lucas ?» demanda Marie. « Nous suggérons que vous deveniez la meilleure spécialiste en France dans ce domaine, » répondit Pierre, « et que vous utilisiez notre entreprise comme base pour aider d'autres familles. » Lucas choisit ce moment pour émettre un son de contentement, comme s'il approuvait l'idée. Les 4 adultes rirent et la tension de la matinée commença à se dissoudre. « Docteur Fernande ?» demanda Marie. « Combien d'enfants en France ont la même condition que Lucas ? Nous estimons qu'il y a environ 400 cas diagnostiqués, mais il y en a probablement beaucoup plus sans diagnostic correct. 400 familles traversant ce que vous avez traversé, dit Marie à Pierre et Isabelle. 400 enfants qui pourraient ne pas recevoir les soins appropriés. Pierre comprit immédiatement où Marie voulait en venir. Et vous voulez aider toutes ces familles. Je veux, confirma Marie. Si je vais rester ici pendant les prochaines années à m'occuper de Lucas, autant le faire en réalisant quelque chose de plus grand aussi. Docteur Dupont sourit. Eh bien, il semble que nous ayons trouvé la solution à plusieurs problèmes en même temps. Lorsque les médecins partirent, la famille resta seule avec une nouvelle compréhension de l'avenir. Lucas n'était pas seulement un bébé ayant besoin de soins spéciaux temporaires. Il était le début d'un voyage qui les mènerait à créer quelque chose de plus grand, un réseau de soutien pour les familles confrontées à des défis similaires. « Marie, » dit Isabelle alors qu'elle préparait le déjeuner ensemble, « es-tu sûre de vouloir t'engager dans tout cela ? 18 mois, c'est beaucoup de temps. » Marie regarda Lucas, qui jouait dans son parc à proximité. « Dame Isabelle, quand mon Jean-Pierre est mort, j'ai pensé que je n'aurais plus jamais de but dans la vie. Maintenant, je découvre que je peux prendre soin non seulement de Lucas, mais de centaines d'autres enfants comme lui. » Elle marqua une pause, remuant la soupe qu'elle préparait. 18 mois, ce n'est pas beaucoup de temps. C'est assez de temps pour construire quelque chose qui va durer pour toujours. C'était une matinée de septembre, lorsque le monde des Dupont fut secoué par la dernière et la plus choquante révélation. Lucas allait fêter ses 6 mois la semaine suivante, et la routine de la maison s'était établie dans une harmonie qui semblait presque trop parfaite pour durer. C'est alors qu'Isabelle décida d'organiser les documents personnels pour l'enregistrement de la nouvelle entreprise qu'elle et Pierre avaient créée avec Marie que la vérité éclata. Marie était dans la salle en train de jouer avec Lucas, qui pouvait maintenant s'asseoir tout seul et babiller des sons ressemblant à maman et papa, lorsque Isabelle apparut à la porte du bureau avec une expression mêlant choc, confusion et quelque chose qui pouvait être de la colère. « Marie, peux-tu venir ici ?» appela Isabelle, sa voix tendue. « Pierre aussi, c'est urgent. » Marie prit Lucas dans ses bras et se dirigea vers le bureau, où elle trouva Pierre, déjà en attente, visiblement inquiet par l'expression de sa femme. La table était couverte de documents, certificats et papiers qu'Isabelle avait éparpillés comme si elle montait un puzzle. « Que s'est-il passé ?» demanda Pierre, observant le chaos organisé sur la table. « J'organisais les documents pour la nouvelle entreprise quand j'ai décidé de vérifier certaines informations sur la famille de Marie, » dit Isabelle, sa voix contrôlée mais tendue. Pour compléter l'enregistrement des associés, j'avais besoin de données généalogiques complètes. Marie sentit un serrage d'estomac. « Y a-t-il un problème avec mes documents ? » « Pas avec vos documents.
Isabelle prit un ancien certificat de naissance et le mit à côté d'un autre plus récent. Mais avec les « Ah, mien !» Pierre s'approcha de la table, étudiant les papiers. « Isa, qu'est-ce que tu as trouvé ?»« J'ai trouvé ça. » Isabelle montra 2 certificats côte à côte. Le certificat de naissance de mon père, Antoine Dupont, né à Nice, Provence, en 1965. Et le certificat de naissance du père de Marie, Antoine Dupont, né à Nice, Provence, en 1965. Le silence dans le bureau était absolu. Lucas émit un léger bruit, inconscient du tremblement de terre qui venait de secouer les fondations de la famille. « Cela doit être une coïncidence », murmura Marie, mais sa voix manquait de conviction. « C'est un nom. »« Et commun ?» J'ai pensé la même chose. Isabelle prit un autre certificat, jusqu'à ce que je trouve ceci. Le certificat de mariage d'Antoine Dupont avec 2 femmes différentes. Avec ta mère, Marie, en 1989. Et avec ma mère, Patricia Lefebvre, en 1995. Pierre regarda les certificats, puis les 2 femmes, essayant de traiter l'information. « Isabelle, tu es en train de dire que… »« Je dis que Marie et moi sommes sœurs, » dit Isabelle, sa voix maintenant tremblante. « Des demi-sœurs, mais sœurs. » Marie s'assit lourdement sur la chaise du bureau, Lucas toujours dans ses bras. La révélation expliquait tant de choses. La connexion immédiate qu'elle avait ressentie avec la famille, la facilité avec laquelle Lucas s'était adapté à elle, le sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais pu expliquer. « Mon père » commença Marie, mais elle ne parvint pas à terminer sa phrase. « Notre père » corrigea Isabelle, s'asseyant sur l'autre chaise. « Un homme qui a maintenu 2 familles dans des villes différentes pendant des années. » Pierre marcha jusqu'à la fenêtre, essayant d'organiser ses pensées. « Cela explique pourquoi Lucas s'est si bien adapté à Marie. Vous êtes de la même famille. Cela explique bien plus que cela. » Isabelle prit un autre document. « Cela explique pourquoi le lait de Marie est si compatible avec Lucas. Cela explique pourquoi elle a des instincts si forts à son égard. Cela explique pourquoi je me suis toujours senti connecté à elle d'une manière que je ne comprenais pas. » Marie regardait Isabelle comme si elle la voyait pour la première fois. « Depuis combien de temps, sais-tu ? » ?»« J'ai découvert cela hier soir. J'ai passé toute la nuit à vérifier des documents, à appeler des bureaux d'état civil, à vérifier des dates. » Isabelle essuya une larme qui insistait à tomber. « Notre père est mort. 5 ans, Marie, dans un accident de voiture, à Nice. »« Je sais, » Marie dit doucement. « J'étais à l'enterrement, mais je ne t'ai pas vu là, parce que j'étais à Paris. Je n'ai même pas su qu'il était mort avant des semaines. » Isabelle se leva et commença à marcher dans le bureau. « Ma mère m'a dit qu'il était parti en voyage d'affaires. J'ai découvert la vérité seulement quand les avocats m'ont contacté pour des questions d'héritage. » Pierre s'approcha des 2 femmes. « Marie, ta mère sait pour l'autre famille ?»« Elle a toujours su, » Marie répondit. « Maman savait que papa était marié à une autre femme. Ils se sont rencontrés après son mariage avec ta mère. » Elle regarda Isabelle. « Maman m'a toujours dit que l'amour ne choisit pas les circonstances, mais que je devrais comprendre ma place dans la vie. »« Ta place ?» Isabelle s'arrêta de marcher. « Marie, tu étais sa fille autant que moi, mais tu étais la fille légitime, l'héritière. » Marie répondit avec une simplicité qui brisa le cœur d'Isabelle. « J'étais le secret qu'il visitait le week-end. » Lucas choisit ce moment pour tendre ses petits bras vers Isabelle, comme s'il savait qu'elle avait besoin de le tenir. Marie remit le bébé à Isabelle, et les 2 femmes se regardèrent, vraiment se regardèrent, pour la première fois comme des sœurs. « C'est pour ça que tu as toujours été si réservée. » Isabelle murmura, berçant Lucas. « C'est pour ça que tu ne t'es jamais complètement permise de faire partie de la famille. Et c'est pour ça que tu as toujours été si généreuse avec moi. » Marie répondit. « Instinct de grande sœur. » Pierre observait l'interaction entre les 2, voyant comment de petits gestes et expressions qu'il n'avait jamais remarqués auparavant prenaient maintenant sens.
La façon dont Isabelle protégeait Marie pendant ses crises de confiance. La manière dont Marie s'occupait d'Isabelle pendant les moments difficiles d'adaptation à la maternité. « Il y a encore une chose, » Isabelle dit, prenant un dernier document. « L'héritage que tu as reçu de ta grand-mère, une partie m'appartenait aussi. » « Comment ça ?»« Notre père avait droit à une part de l'héritage quand ta grand-mère est morte. Il a utilisé cet argent pour investir dans l'entreprise de Pierre dans les années 1990. » Isabelle montra les documents à Marie. « Donc, non seulement tu es héritière de la fortune de la famille, tu es ma partenaire de droit depuis des décennies. » Marie resta immobile un long moment, traitant l'information. « Vous savez ce que cela signifie ? Cela signifie que Lucas n'a pas seulement une mère qui peut l'allaiter correctement. » Pierre dit, « Il a une tante qui est génétiquement compatible avec lui. Cela signifie que quand je me suis occupé de lui, ce n'était pas seulement un instinct maternel. » Marie compléta, « C'était un instinct familial. » Isabelle s'approcha de Marie, tenant toujours Lucas. « Marie, je ne sais pas comment je me sens à propos de notre père ayant maintenu 2 familles. Je ne sais pas si je peux lui pardonner ça, mais je sais comment je me sens à propos de t'avoir comme sœur. » « Comment ?»« Reconnaissante. Immensément reconnaissante. » Isabelle tendit sa main libre vers Marie. « Tu as sauvé mon fils. Tu as sauvé mon mariage. Tu m'as appris ce que c'est que d'être une vraie famille. » Marie prit la main d'Isabelle et les deux restèrent là, se tenant la main avec Lucas entre elles, 2 sœurs qui s'étaient rencontrées de la manière la plus improbable possible. Lucas va grandir en sachant qu'il a 2 mères qui sont sœurs. Pierre dit, ému, il va grandir dans une famille formée par l'amour, pas seulement par le sang. Et si nous décidons d'avoir d'autres enfants? Isabelle regarda Pierre, puis Marie. Ils auront la tante la plus qualifiée du monde pour s'occuper d'eux. Marie sourit à travers les larmes. Alors j'ai vraiment une famille maintenant. Tu as toujours eu, Isabelle répondit. Il a juste fallu du temps pour que nous nous trouvions. Lucas bavait sur le haut d'Isabelle et riait, comme s'il célébrait le fait que sa famille s'était enfin complètement reconnue. 3 adultes qui avaient commencé comme des étrangers, qui étaient devenus patrons et employés, qui avaient évolué en amis et partenaires, et qui découvraient maintenant qu'ils étaient véritablement une famille unie non seulement par les circonstances, mais par l'ADN, par l'histoire et surtout par l'amour. La dernière révélation ne complétait pas seulement le puzzle de leur vie. Elle révélait que parfois, le destin a des plans plus intriqués et parfaits que quiconque pourrait imaginer.